Bismillahirrahmanirrahim. Troisièmement, on va voir le diagnostic étiologique de l'ictère. Donc, un ictère, il peut être à bilirubine libre, il peut être à bilirubine conjuguée, il peut être hémolytique, il peut être non hémolytique. On va voir dans cette partie la cause de chacun de ces derniers. Bien sûr, pour poser le diagnostic étiologique, pour rechercher l'étiologie, premièrement, vous allez faire votre examen. Premièrement, l'anamnèse, les antécédents familiaux de pathologie hémolytique. Notion d'ictère chez la fratrie ou les parents. Donc, pathologie hémolytique, l'iso-immunisation, on va voir ça. Notion d'ictère dans la fratrie, maladie de Gilbert, voire la maladie de Crigler-Najjar. Les antécédents personnels, vous allez rechercher l'heure de la constatation de cet ictère. On répète, s'il est précoce, c'est pathologique. S'il est entre 3e et 5e jour, c'est physiologique. S'il est persistant, s'il est retardé, tout ça, vous allez rechercher. Ce sont les questions que vous allez poser. Est-ce qu'il s'agit des facteurs de risque infectieux? Le cours précédent concernant les infections néonatales. La médication parentale ou bien la médication périnatale. Donc, la médication chez la femme peut traverser la barrière plutôt la barrière placentaire, et elle peut donner une saturation de l'hémoglobine et elle peut donner un ictère. Le terme de la grossesse, le déroulement de l'accouchement, est-ce qu'il s'agit d'un traumatisme? Ce qu'on avait vu dans la partie précédente, dystocique, on dit un accouchement eutocique. Vous allez noter ce terme, vous pouvez le noter dès maintenant. Un accouchement eutocique veut dire que c'est un accouchement physiologique. Dystocique veut dire qu'il s'agit d'une pathologie. Souvent, un traumatisme, ça va donner l'hématome, résorption de ce dernier, un ictère. Mode d'allaitement. Et dernièrement, le transit. Est-ce qu'il s'agit, on répète toujours, lorsqu'il y a un ictère à bilirubine conjugué, pensez-vous, on répète toujours, ce sont les termes, ce sont les mots-clés, les messages à retenir depuis ce cours. Lorsque vous avez un ictère à bilirubine conjugué, pensez à une atrésie des voies biliaires. Après l'anamnèse, la clinique. Donc vous allez voir un nouveau-né de peau noire ou asiatique. Vous allez rechercher dans les conjonctifs. On est en train de récapituler. Le type de l'ictère, son intensité, la couleur des urines et des selles. Si vous avez des urines foncées et des selles qui sont décolorées, j'espère que vous vous souvenez de cette phrase de votre troisième année, c'est un ictère à bilirubine conjuguée. Les signes d'hémolyse. Donc pour l'hémolyse là, vous allez trouver quoi? Donc une hépatomégalie ou bien hépatosplénomégalie. La pâleur, la nasarque, l'hémoglobinurie, on va voir ça dans l'ictère hémolytique. Les facteurs aggravants, toujours prématurité, un syndrome hémorragique, signe d'infection néonatale. Troisièmement, pour l'aspect biologique. Donc voilà, les réactions négatives et positives concernant l'iso-immunisation, concernant l'ABO, concernant le KID, le MNS, le DUFI et surtout le rhésus. Donc pour la biologie, qu'est-ce que vous allez faire? Donc dosage de la bilirubine totale et directe, et vous allez faire votre soustraction et diagnostiquer ou bien numérer votre bilirubine indirecte, quantifier cette dernière. Vous allez faire un groupage phénotypé de la mère et du nouveau-né. Voilà votre groupage. Et voilà, ce sont les notions ou bien les récepteurs immunogènes, le A, le B, le AB, le grand D, le petit c, le grand C, le E. Pour plus d'informations, consultez le cours concernant les groupages sanguins, c'est toujours disponible dans l'hématologie. Vous êtes en train de dépister d'une iso-immunisation, plutôt allo-immunisation rhésus. Suite à ça, vous allez faire, je vous invite à noter cette plaque-là, un test de Coombs direct chez le nouveau-né, ne confondons pas entre les deux, indirect chez la mère. Donc direct chez le nouveau-né, vous allez rechercher les anticorps maternels qui vont attaquer les globules rouges du nouveau-né, et le test de Coombs indirect chez la mère, vous allez rechercher quoi? Les globules rouges qui ont été passés lors de l'accouchement. Donc vous allez trouver les globules rouges de fœtus au niveau de la circulation maternelle, et là vous avez une allo-immunisation rhésus. Suite à ça, vous allez faire un FNS, une numération de la formule sanguine lorsqu'il s'agit donc une hémolyse sévère, des critères de transfusion, ou bien lorsqu'il s'agit d'une allo-immunisation. Le taux de réticulocytes,
plus ou moins un frottis sanguin, donc l'examen de routine en hématologie. Et le bilan, il est complété selon l'orientation étiologique. Est-ce que vous allez faire un test de résistance? Donc voilà un hémogramme, toujours en hématologie. Et voilà ce que vous êtes en train de voir à gauche. Nous allons voir ça dans l'animé du nouveau-né. Donc c'est le test. Dans la solution hypotonique, vous êtes en train de dépister est-ce qu'il s'agit d'une sphérocytose ou bien d'une drépanocytose. Est-ce qu'il s'agit d'une pathologie qui est, notez-vous bien le terme, qualitatif, pas quantitatif. Quantitatif, c'est les thalassémies. Dans notre cas, concernant l'hémolyse, vous êtes en train de dépister une pathologie qualitative de la membrane de cette hémoglobine. C'est le test hypotonique. Suite à ça, un bilan infectieux si vous allez suspecter une infection ou une hépatite. Donc, le bilan biologique, il est à retenir. Si on vous pose la question, vous allez le citer. Ce dernier-là, du simple dosage de la bilirubine vers le bilan d'orientation selon le cas. Maintenant, les étiologies. Commençons premièrement par l'ictère hémolytique. Donc, les caractères de l'hémolyse. Quand allez-vous dire qu'il s'agit d'un ictère hémolytique? Pour la clinique, devant une pâleur cutanéo-muqueuse avec reflet ictérique, lorsqu'il s'agit d'une hépatosplénomégalie. Donc voilà, anémie hémolytique. Donc, hépatosplénomégalie, pâleur du cutanéo-muqueuse comme vous êtes en train de voir dans l'illustration à gauche. L'hémoglobinurie avec des urines qui sont rouges foncées. Cette triade-là, vous êtes devant un ictère hémolytique. Cette hémolyse, elle est due à une alloimmunisation, soit dans le groupe ABO, soit dans le groupe Rhésus qui est la plus grave. Donc pour la biologie, qu'est-ce que vous allez noter? Une anémie, une érythroblastose, hyperréticulocytose, une bilirubinémie totale supérieure à 150 mg par litre, donc qui est élevée dans les 48 heures de la vie. C'est un ictère qui est, je répète, précoce. Un ictère hémolytique, il est précoce. Un test de Coombs positif et un accroissement de la bilirubine qui est supérieur à 0,5 mg par décilitre par heure. Et vous êtes devant un ictère hémolytique précoce qui est grave. Et on va voir pourquoi. Donc, première cause de cet ictère-là, donc c'est l'incompatibilité. Vous êtes en train de, je vous invite à noter cette dernière, l'incompatibilité fœto-maternelle dans le système Rhésus. Donc, si on vous pose la question, quel est l'antigène qui est le plus immunogène, j'espère que vous savez ça d'après votre hématologie, c'est le Rhésus, le grand D, il est le plus immunogène. Cette incompatibilité va survenir dans un seul cas. Donc, si on vous pose la question, la cause ou bien les circonstances pour survenir de ce dernier, c'est que la mère devrait être de Rhésus négatif et leur enfant devrait être de Rhésus positif. Si vous vous souvenez de votre immunologie là, il s'agit d'une immunisation. C'est pas le premier fœtus, bien le premier nouveau-né qui va être attaqué, peut survenir dans certains des cas. C'est le deuxième accouchement que nous allons craindre, l'allo-immunisation contre ce nouveau-né lorsqu'il a un Rhésus positif. Pour la physiopathologie, qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette incompatibilité maternelle-fœtale, elle est due au passage des transplacentaires des hématies fœtales qui sont porteuses de l'antigène D qui est le plus immunogène chez une mère qui est de Rhésus négatif. Après ça, c'est de l'immunologie, phénomène immunologique, immunisation et le prochain fœtus, il va être attaqué par les anticorps maternels. Lors d'une grossesse ultérieure, je vous invite à noter ce terme. Donc, ultérieure, c'est pas la grossesse où il s'agit de ce passage. Donc, le premier, le nouveau-né, né après dans l'accouchement où il a survenu ce passage plutôt transplacentaire, il sera indemne. C'est la grossesse ultérieure, le prochain grossesse, prochain fœtus, il va avoir le passage transplacentaire de quoi? Des anticorps D à partir de la 20e semaine et il va causer une hémolyse sévère, une hémolyse précoce, une hémolyse qui va survenir dans les 24 premières heures. C'est pas bénin.
et c'est la forme la plus grave des ictères hémolytiques. Donc si on vous pose la question, la première cause que vous allez citer, c'est l'incompatibilité fœto-maternelle dans le groupe rhésus D. Le D, c'est le plus immunogène. J'espère que c'est clair. Pourquoi ce dernier il est grave? Voilà les manifestations cliniques. Donc, pour les manifestations intra-utérines, c'est un avortement tardif, mort in utero, un anasarque fœtal. Voilà un anasarque. Si vous avez cet aspect-là, malheureusement, c'est une immunisation ou bien incompatibilité materne-fœtale qui peut être évitée. Donc, c'est évitable si on vous pose la question par une prévention, par donner de l'anti-D. On va voir ça dans la prévention. Voire postnatal. Donc, un nouveau-né va avoir un ictère précoce, toujours. Là, voilà la nasarque. Ça, c'est le passage des anticorps. On répète, mère de rhésus négatif, comme vous voyez dans l'illustration. Fœtus de rhésus positif. Ça, c'est la condition pour avoir une immunisation ou incompatibilité materne-fœtale. Pour les complications postnatales, donc vous allez noter un ictère précoce, pâleur, hépatomégalie, splénomégalie. Donc, pâleur, hépatomégalie, splénomégalie, gardez-vous cette triade. Si on vous pose cette dernière dans un contexte clinique, pensez-vous à un hémolyse. Ça devrait être votre réflexion. Un risque très important d'un ictère nucléaire. Donc, l'ictère par incompatibilité ou allo-immunisation rhésus D, il a un risque accru de développer l'ictère nucléaire qu'on avait vu précédemment. Pour la biologie, donc, c'est une forme de groupage ou bien de rhésus négatif, nouveau-né de rhésus positif, un test de Coombs positif. Donc, si on vous pose ces 4 lignes-là dans un contexte clinique, donc une mère de rhésus négatif qui est en train d'accoucher un nouveau-né de rhésus positif, ce dernier, il a un test de Coombs positif. Chez le nouveau-né, qu'est-ce que ça veut dire? On avait trouvé des anticorps de la mère au niveau de la circulation sanguine fœtale. Ou bien du nouveau-né. Un test de Coombs indirect aussi qui est positif de la mère. Il s'agit d'une immunisation contre l'anti-D, ou bien l'antigène D. Et on note chez ce nouveau-né une hyperbilirubinémie libre. Donc pas conjuguée, libre, c'est de l'hémolyse. Anémie profonde, régénérative, érythroplastose. Ça c'est le terrain, ou bien c'est le tableau clinique d'une allo-immunisation dans le groupe D. Et cette pathologie-là, elle est simplement évitable par l'administration de l'anti-D chez la mère après un accouchement. Donc, une mère de rhésus négatif devrait avoir une prophylaxie, une sérothérapie par de l'anti-D. Cet anti-D, il va faire sa réaction antigénique avec l'antigène D du fœtus. Il va couper la réaction de l'immunisation. Il va prévenir les séquelles. Donc, lorsqu'il s'agit si on vous pose la question, lorsqu'il s'agit d'un accouchement sanglant chez une mère de rhésus négatif, avec un fœtus de rhésus positif, il faut administrer l'anti-D dans son délai pour éviter l'allo-immunisation de la prochaine grossesse. S'il s'agit de dépassement de ce délai, malheureusement, donc, la prévention là, elle est inutile. C'est pour cela qu'on insiste. Ça, c'est le but de cette partie. Donc, lorsqu'il s'agit d'un accouchement sanglant d'une mère de rhésus négatif, fœtus de rhésus positif, avec un test de Coombs, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez administrer votre sérothérapie par de l'anti-D. Maintenant, une notion importante pour conclure l'hémolyse anti par le rhésus, bien l'allo-immunisation D. Donc, quelles sont les conditions pour administrer? Quand allez-vous administrer cette prévention par un anti-D? Donc, première cause, là, voilà à gauche. Bien, première circonstance, première condition, c'est une mère de rhésus négatif, un fœtus de rhésus positif, et il faut que le test de Coombs, ça c'est à noter, c'est un piège fréquemment posé, un test de Coombs devrait être négatif chez le fœtus. S'il s'agit d'un test de Coombs positif, il veut dire que la mère, elle a déjà fait une immunisation contre ce nouveau-né. Donc, votre prévention par l'administration de l'anti-D, elle est inefficace. Donc là, il s'agit de traitement thérapeutique. On ne peut pas administrer la prévention. Mais si il s'agit d'un test de Coombs direct négatif chez le fœtus, avec un accouchement sanglant,
chez la mère de rhésus négatif, fœtus de rhésus positif, il ne s'agit pas encore d'une immunisation. Vous pouvez administrer comme traitement préventif votre anti-D. On répète, la condition, gardez-vous cette phrase, pour administrer la prévention, la sérothérapie anti-D, il s'agit de 3 conditions: mère de rhésus négatif, fœtus de rhésus positif et un test de Coombs négatif chez le nouveau-né. S'il est positif, on répète, il s'agit d'une immunisation. La prévention, là, elle est inutile. D'autres immunisations par des antigènes qui sont moins immunogènes, c'est l'incompatibilité fœto-maternelle dans le système ABO. Donc, heureusement, le système ABO, il est moins immunogène. Il ne donne pas un ictère qui est très précoce comme le D, mais il n'est pas à négliger lui-même. Donc, s'il s'agit d'une mère de groupe O avec un nouveau-né de groupe A ou B, il risquera d'avoir dans la prochaine grossesse une incompatibilité, une allo-immunisation dans ce dernier cas, dans le groupe ABO. Dans cette situation, l'hémolyse peut manifester dès le premier-né. Donc, pour le rhésus D, l'immunisation, elle peut survenir, ou bien elle survient chez la prochaine grossesse, ou bien le nouveau-né ultérieurement né. Par contre, si on compare l'immunisation rhésus contre l'immunisation du système ABO, donc l'hémolyse peut survenir dès le premier-né, dès la première grossesse. Heureusement, cette allo-immunisation ABO, elle est moins sévère, moins précoce que l'hémolyse rencontrée au cours de l'incompatibilité rhésus, mais on ne doit pas la négliger. Et le test de Coombs, donc on ne peut pas la dépister. Un test de Coombs, il est souvent négatif devant une incompatibilité maternelle-fœtale dans le groupe ABO. Le diagnostic, comment allez-vous poser le diagnostic? C'est simple. C'est la mise en évidence chez l'enfant d'anticorps humains anti-A ou anti-B, et il s'agit là de prévention. C'est pour cela on répète. Si on trouve les anticorps, s'il s'agit d'une immunisation, l'intérêt de la prévention, il est inefficace. Donc, si vous allez trouver les anticorps, soit anti-D, soit anti-A, soit anti-B, chez un nouveau-né qui a ce tableau clinique, votre diagnostic de certitude, il est posé d'une hémolyse sévère due à une incompatibilité sanguine et qui a donné un ictère à bilirubine, toujours on répète, qui est libre. Dernièrement, d'autres immunisations dans le système ou bien dans les sous-groupes, on a le grand C, le petit c, le E, lequel le diffus, c'est rarement retrouvé parce que ces antigènes, ils sont moins immunogènes. Le plus immunogène, c'est le D, suivi par le groupe ABO, suivi par le C, le grand C, le petit c, le E, grand E, petit E, lequel le diffus. Généralement, ils vont survenir après une transfusion répétée. Alors, le même tableau de l'incompatibilité materne-fœtale rhésus D, et vous allez trouver dans ce dernier un test de Coombs direct qui est positif. Mais heureusement, cette dernière, elle est très rare. L'incompatibilité ABO, elle n'est pas trop sévère. Heureusement, ce qui est à craindre le maximum, c'est l'allo-immunisation dans le système rhésus D. Il s'agit d'une prévention. On ne veut pas tomber dans le terrain de la nasarque, mort intra-utérine et dans les séquelles de ce dernier. On va continuer les étiologies de l'ictère hémolytique prochainement. On va voir les hémolyses constitutionnelles. Donc ça, c'était l'hémolyse immunogène. On va voir prochainement l'hémolyse constitutionnelle, toujours dans les étiologies de l'ictère. Merci pour votre attention. Bon courage. À la prochaine, chers collègues.